Bonjour et bienvenue dans l'émission numéro 11 du Grand Talk. Je vous remercie pour votre fidélité et aussi pour vos pouces bleus, le fait qu'on ait de plus en plus d'abonnés. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Arnaud Motreff et qui est avec nous. Alors Arnaud, bienvenue. Bonjour et merci de l'accueil et de l'invitation. Super, content d'être là. Écoute, on est très content de t'avoir avec nous. Et puis, tu vois, ça a été quand même pas mal de préparation, là, le Grand Talk. C'était une très grosse préparation. J'ai assisté à tout le montage du studio. C'est un travail énorme et remarquable que tu fais, Olivier. Donc, franchement, bravo. Pendant que je buvais le café, tu bossais. Donc, moi, la journée a super bien démarré déjà. Et ouais, donc, tu sais, on a pris le café. On a parlé un petit peu de ta ville. Ma ville natale, Vitry-sur-Seine, où je suis né. Ah oui, t'es pas très loin d'ici. Et c'est pour ça que ça me fait rire de revenir. Quand on dit retour aux sources, c'est rien de le dire. Je suis limite passé devant la maternité où je suis né en arrivant ce matin. Et oui. Mais aujourd'hui, je suis plus du tout là. J'ai fait 600 km pour venir le café et partager ce super moment ensemble. Je suis à Thonon-les-Bains actuellement. D'accord. Et donc, Thonon, c'est un grand changement. C'est combien un petit peu? C'est 500 km d'ici? Ouais, c'est quasiment 600 km. Mais c'est une ville finalement assez moyenne, ce qui fait 35 000 habitants. Et c'est une agglomération de 50 000 habitants, donc c'est une grosse ville pour la province. C'est pas mal, ouais. 50 000 habitants, ça commence à faire. Ça commence à faire, hein. Donc du coup, il y a quand même un peu d'urbanisation, un peu de monde, donc je ne suis pas trop dépaysé finalement, ça va. Bon, écoute, c'est très chouette. Alors, en tout cas, tu nous fais rêver avec tes vidéos, faut le dire. Écoute, Alexandre, tu vois, on a une nouvelle configuration. Oui, j'ai pris la place d'Alain et de toi en même temps. Écoute, donc je me sens vraiment très fort là. Ça fait plaisir. Donc, on a donc un grand talk avec Alexandre Cordani qui nous a rejoint. Alain est parti en vacances, mais il va, il est pas sous la table, Alain. Il sera là dans les prochaines émissions. Et puis, tous ensemble, aujourd'hui, on reçoit Arnaud Motreff. Alors, Arnaud, il a un CV. Vous voyez, j'ai préparé l'émission avec... j'ai 3 pages. J'ai peur, je suis même pas au courant de ce qu'il a noté sur moi. Alors, tiens, je t'en laisse une partie. Non, mais t'inquiète pas. Tu vois, le Grand Talk, c'est en fait une émission. T'inquiète pas, on a fait une enquête sur toi, on va tout dévoiler devant tout le monde en live. T'inquiète pas, mon ami. On a appelé le service contre-espionnage de France. On a appelé ta femme. Ah je crois que c'est la meilleure des espions pour parler de moi. Hein. Je vis avec elle depuis 21 ans, donc elle pourrait témoigner effectivement. Mais je mettrais le veto avant, naturellement. 21 ans, c'est beau. C'est beau, beaucoup ou beau, tu veux dire? Non, c'est beau, c'est surtout beau. Ouais. Tu es fidèle. Je suis fidèle et heureux et ça fait plus de 20 ans maintenant. Donc c'est un homme heureux au niveau familial. Et ça se voit. Et ça se voit. Qu'est-ce qu'il va me demander, Alexandre, à la fin de l'émission? On a construit l'émission, alors, autour, je pense, d'un axe. L'art d'apprendre pour devenir un top performer, c'est un petit peu ce qui résume, ton parcours. L'art d'apprendre, je ne sais pas, parce que j'apprends, j'étais long à apprendre, parce que on parle souvent de ma réussite de ces dernières années, on parle bien peu de mes galères et difficultés des premières années. Mais au final, j'ai mis quand même 3-4 ans à comprendre le métier. Alors, peut-être qu'on parle souvent de mes 3-4 dernières années où, une fois que j'ai compris le métier, ça rayonne davantage. Donc, est-ce que je suis bon en apprentissage? Je ne sais pas, mais j'ai fini par comprendre et apprendre, oui, effectivement. Donc, l'art d'apprendre, en tout cas, l'art d'être patient dans l'apprentissage, on pourrait dire, effectivement. Oui, parce que, en fait, la question que je me suis posée, tu sais, quand j'ai préparé l'émission, j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais, parce que pour nos auditeurs, on va un petit peu, expliquer ton parcours, d'où tu viens et un petit peu ce que tu fais aujourd'hui dans le monde de l'immobilier. Mais tu es, conseiller immobilier, formateur immobilier. Maintenant, tu passes du côté coaching, c'est-à-dire que tu veux allier les deux univers. Et en plus de ça, tu as commencé le métier de l'immobilier en 2006. Exactement, j'ai commencé le 2 novembre 2006. De manière très, très simple. En fait, c'est un de mes meilleurs amis d'enfance avec qui j'ai grandi, qui s'appelle Christophe Alussev. S'il nous écoute, Christophe, je te salue.
On lui passe le bonjour à Christophe. Ah bah oui, tu le connais aussi, je crois en plus. Alors je le connais pas de vue, mais je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux et puis je l'ai vu en tant que consultant sur une émission de télé TMC, non? Exactement. Alors il est très investi aussi. C'est un homme très généreux qui donne beaucoup de son temps, de sa personne pour véhiculer toujours une bonne image du métier et puis aider ceux qui pensent en avoir besoin, que lui il pense qu'il en aurait besoin. En tout cas, moi il m'a tendu la main de manière en toute simplicité. Il m'a dit écoute, je te sens bien faire ça. Et je lui dis mais bon, t'es un ami d'enfance, on se dit les choses, je me vois pas faire ça. Enfin c'est pas que je me vois pas faire ça, c'est que j'y connais rien à l'immobilier. Moi je suis un enfant de quartier populaire. Je sais même pas ce que ça voulait dire être propriétaire, je savais pas ce que c'était un notaire, je savais pas ce que c'était un contrat. Enfin le monde des affaires, je connaissais pas, donc c'est même pas que ça m'inspirait pas, c'était pas dans mon champ de vision. Et puis par exemple, donc on a mis en place un essai et il m'a recruté en 10e collaborateur de son équipe à l'époque. En mode, viens faire un essai, viens découvrir et tu me diras si ça t'inspire d'y rester ou pas. Donc en fait, c'est quand même une grande équipe. À l'époque, il y avait une très grande équipe, effectivement. Alors, j'étais le 10e, donc il y avait une assistante, il y avait lui, puis on était 10 collaborateurs. C'est sur la commune de Sèvres. Oui, 92. 92, effectivement, à la porte de Paris, mais de l'autre côté de Paris par rapport à le studio où on est aujourd'hui. Et, donc voilà, c'est venu... je me suis rentré dans une pièce sans savoir ce qu'il y avait dans la pièce. Donc il y a du côté toujours pourquoi, puis des fois pourquoi pas, on le sent, c'est au feeling. Donc en fait, tu venais de l'univers avant du commerce, du commercial? Non, pas du tout. Moi, en fait, pour t'expliquer, je suis un enfant de quartier, tout simplement. Et en fait, on m'a beaucoup aidé quand j'étais gamin pour l'aide aux devoirs. Il y avait un service de bénévolat. Il y avait, en fait, pour t'expliquer, j'ai grandi sur la ville de Cachan. Il y avait l'école normale supérieure avec des étudiants très prestigieux qui prenaient de leur temps pour venir nous aider, nous les petits gamins du quartier. Et en fait, ils venaient bénévolement nous accorder 3/4 d'heure, 1 heure le soir pour nous aider dans les devoirs. Donc petit à petit, ça m'a permis de garder le cap sur l'école. Je comprenais facilement ce qui se passait en classe, mais après, j'ai pas forcément la ressource en moi pour toujours travailler correctement à la maison. Donc ça me structurait. Donc j'ai gardé le cap sur l'école, le goût d'apprendre. Et puis, ça te génère de la curiosité. Plus tu apprends, plus souvent tu as envie d'en apprendre. Donc petit à petit, je gardais le cap. Et je me suis dit, quand je serai plus grand, j'aiderai à mon tour ceux qui pourraient en avoir besoin. Donc, dans le quartier, j'étais animateur socio-culturel et j'ai continué à animer ce réseau de bénévolat, d'aider les jeunes de quartier, les familles de quartier. Et donc, finalement, j'étais plutôt issu du quartier, garçon de quartier, travailleur social sur la solidarité, l'humanité, l'entraide, finalement. Donc, je ne suis pas du tout issu du milieu commercial. Et grâce à Christophe, en fait, je peux allier les deux, mon besoin de contribuer, d'aider. Et puis là, il y a aussi... on peut gérer son temps, son énergie et donc sa vie au global. Et puis en plus, on peut être rémunéré, voire très bien rémunéré si on est très contributif finalement. Donc c'est un métier qui me correspond parfaitement bien, que je fais maintenant depuis 16 ans. Voilà. Écoute, c'est vraiment très intéressant de connaître l'origine de tout ça. Et en fait, toi, ton leitmotiv, c'est d'aider les gens pour leur créer une expérience client assez forte, assez exceptionnelle, tout en alliant en fait le métier de conseiller et d'agent immobilier. En fait, moi, j'ai besoin d'aider. Je ne sais pas pourquoi. On m'a toujours aidé, donc je ne sais pas, sans moi, j'ai besoin de rendre. Alors, c'est vrai que c'est Dupont qui va t'aider et tu vas aider Durand. Tu vois, c'est l'espèce de vase communicant de l'entraide. Finalement, tu ne cherches pas à toujours avoir un rapport pile-poil équilibré avec chaque personne de ton entourage. Des gens qui m'ont beaucoup aidé, que je n'ai pas pu leur rendre forcément. Je le ferai peut-être un jour si l'opportunité se présente. Il y a d'autres gens que j'ai, moi, beaucoup aidé et qui ne me l'ont pas rendu. Mais moi, ce n'est pas ça que je regarde. Je regarde que la vie, on a besoin de s'entraider. On est des aides sociaux. On est là les uns avec les autres, les uns pour les autres. Alors, on peut pas... je fais ça à mon petit niveau. Je suis un particulier parmi d'autres. Mais le métier, c'est ça. C'est te dire, tu as quelqu'un qui a un besoin. Charge à moi de le découvrir, voir si je peux y répondre. Et si je peux répondre, lui proposer ce qui me semble peut-être pour moi la meilleure solution pour lui. Et s'il adhère à cette solution et que ça marche, tout le monde est super content. Moi, je suis content d'avoir contribué. Lui, il est content d'avoir bénéficié de la contribution. Son projet a avancé, son rêve est réalisé. Et la vie est belle, finalement, comme ça, quoi, tout simplement. Les énergies s'accordent. Et c'est ça qui est beau. Oui, c'est ça. Peut-être imaginer d'être sur le même canal, on parle souvent d'être connecté avec les gens. Exactement. En fait, je sais pas, moi je me dis, je vois les choses simplement parce que j'aime pas la prise de tête, j'aime pas le conflit, donc j'aime bien les choses simples. Et dans les relations aussi, j'aime bien avoir une relation simple. Donc si je peux pas répondre aux besoins d'une personne, j'aimerais beaucoup pouvoir t'aider, mais je pense pas être la personne ressource pour toi ou la personne la plus appropriée pour toi. Je suis à l'aise avec ça aussi. Donc je cherche pas à aider tout le monde. Je m'investis pour aider les gens que je me sens capable d'aider finalement.
Donc voilà, j'ai pas de talent. On parlait d'informatique ce matin. J'ai pas de talent informatique. Je suis pas du tout à l'aise avec le digital, les connectiques, les machins. T'es à l'aise avec l'humain. Avec l'humain que je pense pouvoir aider finalement. L'humain qui est connecté avec toi, qui est aligné. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu vois que c'est pas dans ton alignement, tu peux refuser un mandat ou des choses comme ça. Ouais, mais c'est ça qui est beau en fait. C'est cette façon en fait de pouvoir réellement réussir à savoir si tu peux être connecté, si tu peux vraiment aider cette personne ou pas. Et jusqu'à, on en a parlé tout à l'heure en off, jusqu'à finalement refuser de travailler avec quelqu'un ou pour quelqu'un parce que tu te sens pas capable de pouvoir aider cette personne-là. Et c'est là la puissance en fait d'Arnaud aujourd'hui. C'est cette puissance, elle est là en fait, je pense. C'est vrai que Arnaud... alors ce qu'on n'a pas dit Arnaud, c'est que c'est un top performer. Arnaud en fait atteint des chiffres d'affaires assez intéressants. C'est-à-dire que il nous dit oui, alors des fois je peux faire des chiffres d'affaires de 200 ou 300 000 euros. Et il a atteint 511 300 euros hors taxes encaissés dans un grand réseau national américain, qui est même mondial. Et en fait, tu nous disais tout à l'heure en off que sur 24 mois glissants, tu as atteint 1 million d'euros de chiffre d'affaires cumulé. Oui, c'est vrai qu'on parle moins de... Dans les réseaux, très souvent, on prend l'année civile, ce qui est normal, c'est ça, mais il y a un calendrier qui nous est proposé à la société, on l'utilise tous, ça synchronise tout le monde. Donc c'est vrai que j'ai quasiment fait 1,50 million sur 24 mois consécutifs. Donc en fait, finalement, on parle plutôt de l'année où j'ai dépassé 500 000, parce que les autres années, c'était en dessous de 500, mais les 24 mois consécutifs, et finalement, j'ai quasiment fait 1,5 million sur 3 ans, en fait, réellement, on est en analyse, sur 36 mois accumulés, quoi. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent nous regarder et nous dire, tiens, comment il a fait ? On va essayer à travers en fait, l'émission du Grand Talk de monter en progression pour comprendre quel est ton mode opératoire et comment tu l'enseignes aussi auprès de tes élèves pour arriver à des chiffres comme ça. Est-ce qu'ils ont tous envie d'atteindre des chiffres hauts, ou ils ont d'autres besoins que tu rencontres un petit peu, toi, dans la formation ? Alors c'est vrai que je te remercie d'en parler, Olivier. C'est vrai que moi, je suis nouveau dans la formation parce que j'ai eu besoin d'aider aussi d'autres professionnels. En fait, c'est venu à moi. Bon, il y a l'effet confinement, on n'est encore pas très éloigné. Est-ce qu'on sera reconfiné ou pas ? On verra bien. Mais c'est vrai que les gens m'ont beaucoup sollicité à me poser des questions. Du coup, je me suis structuré pour me dire, voilà, moi, je suis autodidacte dans la formation, dans le coaching. J'ai aucun diplôme, aucun agrément. J'ai rien suivi comme formation de formateur, finalement. Mais je me suis quand même structuré à mon niveau pour pouvoir aider les gens en leur partageant ce que je pensais être bon d'appliquer. Parce que finalement, on a tous notre personnalité, mais il y a quand même des grands fondamentaux qui peuvent faciliter la réussite. Donc déjà, transmettre ces fondamentaux, ça me semblait important pour leur donner des premiers éléments, des premiers outils pour les aider dans leur réussite. Mais pour répondre à ta question, Olivier, non, tout le monde ne veut pas faire 500 000. Ou alors, ne le déclare pas en tant que tel. Parce que beaucoup me disent, tiens Arnaud, mon agence, elle ne fait pas ce que tu as fait tout seul. Donc déjà, aide-nous, notre agence, à ce qu'on fasse 500 000. Nous, l'agence, on est 5, on est 6, on est 7, tu vois. Que collectivement ils y arrivent, et puis après en fait chacun a sa version de la réussite, et c'est vrai que, ou du succès ou du bonheur, finalement chacun c'est vrai, chacun a sa définition du bonheur, et en fait en fonction de cette définition là, toi tu fais du coaching sur mesure pour les monter en progression dans ce qu'ils veulent apprendre. Oui, puis finalement dans l'accompagnement, on se rend compte, dans les conseillères immobiliers, mandataires, peu importe le statut, finalement il y a énormément de personnes qui dans leur parcours de vie sont, par exemple, ils vont être avec les gardes alternés de leurs enfants, par exemple. On peut prendre un exemple simple, on va dire, tiens, tu as une femme, 35 ans, 2 enfants, de circonstances, elle est séparée du papa, donc une semaine sur 2, elle n'a pas les enfants, une semaine sur 2, elle a ses 2 enfants à gérer, les écoles, les activités, machin et tout. Mais en fait, elle, sa version du succès, c'est de se dire de ne pas se coucher le soir épuisé de sa journée, d'avoir l'impression quand même de vivre sa vie réellement. Et du coup, tu l'aides à ce qu'elle ne fasse pas forcément 500 000, mais qu'elle fasse 150 000, 200 000 en gérant son temps, son énergie, ses enfants, sa semaine A, sa semaine B, et pas être croulé sous le travail, d'être perdu, de manquer de clarté et de vitalité. Donc ça, c'est un exemple qu'on a souvent dans l'accompagnement, c'est que tu as des gens seuls, perdus, et dans la vie professionnelle, on est aussi avant tout des particuliers. Donc la question de garde alternée des enfants une semaine sur deux, c'est quelque chose sur souvent. Donc eux, non, mais moi 500 000, ça m'inspire. Ce qui est ultra pas. Intéressant, c'est que tu dis en fait qu'on peut avoir une vie de famille et en même temps
faire des chiffres qui sont, je trouve, aujourd'hui dans le haut du panier. C'est-à-dire que très peu quand même de conseillers commencent à dépasser les 150 000 euros. Bah, effectivement, à peu près, on retrouve, alors c'est des stats que je croise comme ça, donc il faudrait les vérifier, mais en gros, tu as 10-15% des conseillers immobiliers qui dépassent 150 000 encaissés hors taxes à l'année. Et on dit souvent qu'un conseiller immobilier, il est rentable à partir de 80 000, 70 000, 90 000 selon les charges de la structure. Et je ne sais pas quel est le ratio, mais je crois qu'il n'y en a pas tant que ça qui sont toujours rentables dans les agences traditionnelles. Donc effectivement, il y a beaucoup de conseillers immobiliers qui sont en recherche de sous et qui ne savent pas comment s'y prendre. Mais souvent parce qu'ils ne savent pas par où commencer, ils ne sont pas toujours bien accompagnés, bien encadrés, ou bien écoutés parfois même par leur manager ou animateur de réseau. Et c'est pour ça que là, je me suis dit, tiens, je peux être utile aussi sur ce terrain-là, même si je suis autodidacte, peut-être aider les gens justement à se comprendre eux-mêmes, savoir qui ils sont, accepter qui ils sont, accepter que leur version de la réussite, c'est peut-être pas la même que les autres copains du vestiaire, et puis les aider là-dessus, effectivement. Au-delà de la technique, parce que la technique, j'ai vite réalisé que, évidemment, j'ai accumulé de la technique, mais finalement, c'est 10-15% de la réussite, la technique, mais guère plus réellement. C'est de décider ce qu'on veut devenir, qui on veut devenir en tant que professionnel. Est-ce qu'on veut devenir réellement le leader incontesté de son secteur sur sa zone de chalandise, ou est-ce qu'on va avoir une vie équilibrée avec ses activités sportives, garder un lien avec le sport, bien profiter de ses enfants et ne pas du tout être le leader le plus médiatisé ou le plus lucratif ou du le secteur. Plus performant, ou le plus peut-être. performant. Voilà, c'est pour ça que chacun, vraiment, je pense que tous les deux aussi, vous côtoyez beaucoup d'agents immobiliers. On voit bien qu'il y a plein d'agents immobiliers heureux. Et moi, je dis le bonheur et être heureux, c'est plus important qu'un chiffre d'affaires qu'on te colle sur le dos. C'est clair. C'est sûr. C'est se connaître soi-même, déjà. Et parce que finalement, il y a très peu de gens qui se connaissent réellement. En tout cas, qui prennent à un moment donné une feuille blanche et qui osent écrire ce qu'ils sont réellement et ce qu'ils souhaitent dans le futur. Est-ce que l'agent fait le bonheur ? L'agent ou l'argent ? L'agent. L'agent fait le bonheur. En fait, ce que je veux dire, c'est que ce qu'il disait Alexandre, quand toi tu montes en progression, t'es pas arrivé comme ça de 2006, du jour au lendemain, avec 500 000 euros non. de chiffre d'affaires. Il a mis 9 ans pour le faire. En fait, la première année, je vais mettre tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, très à l'aise. La première année, j'ai fait péniblement 70 000 euros TTC. Tu sais que c'est pas pénible parce que la moyenne, quand on débute et qu'on ne connaît pas le métier de l'immobilier, c'est entre 45 et 50 000 euros. C'est déjà beaucoup, 70 000 euros. Ah ouais, tu vois, moi, je savais pas. Ouais. Alors, tu vois, moi, je sais que je pouvais pas en vivre. Alors, tu les as peut-être fait péniblement. Mais oui, j'ai fait péniblement, c'est sûr. Mais c'est déjà bien, 70 000 euros. Après, effectivement, ça a été que, finalement, des montées. Enfin, tu as connu, en plus, toi, tu as démarré en 2006. Donc en 2008, on en parlait tout à l'heure, il y a eu la crise des subprimes. Donc tu as dû avoir effectivement cette année difficile en 2008. Enfin, je sais pas. Si, 2008 et le premier semestre 2009, c'était horrible, vraiment horrible à vivre. À peine, j'avais l'impression de comprendre le métier à peine qu'il y a ça qui nous est tombé. Qui t'ont mis la tête sous l'eau. Et effectivement, tu aurais pu sortir de là et finalement changer de métier. Et c'est peut-être la persévérance, et c'est forcément ça, c'est la persévérance et l'amour finalement de ce métier. Je pense, l'envie en fait qui t'a permis de passer 2009 et ensuite de faire ce que tu as pu faire aujourd'hui. Oui, la persévérance, c'est vrai que c'est une qualité, et si on peut dire le terme qualité, que je pense que c'est important que chacun joue ait cette persévérance, parce que c'est pas un long fleuve tranquille. Déjà, la vie tout court, sur le chemin de la vie n'est pas un long fleuve tranquille, elle est plus souvent challengeante que facile. Mais la vie d'un agent immobilier, c'est comme la vie d'un entrepreneur, que ce soit dans le domaine immobilier ou dans d'autres domaines. Et finalement, quand on se lance dans l'immobilier, je crois que les recruteurs d'agents immobiliers sensibilisent, à mon avis, pas assez sur la difficulté que peuvent rencontrer les gens sur le chemin, et notamment ces secousses qui sont tout de suite présentes. Tu tapes aux portes, tu te fais jeter parce que peut-être tu amènes mal le sujet. Tu fais de la pige, tu te fais jeter peut-être aussi parce que tu amènes mal le sujet. Est-ce que c'est le premier créneau pour trouver du mandat ? C'est un autre sujet. Mais tu ne sais pas organiser ton temps, tu ne sais pas où sont les priorités du métier, tu ne sais pas découvrir un client, un acquéreur, un vendeur, un prospect. Donc finalement, tu n'es pas formé, mais au-delà de ne pas être formé, on te laisse tout seul sans même t'avoir informé sur ce qui t'attend réellement. On va te dire, tiens, t'es inspiré par un tel ou un tel ou un tel. Ok, travaille, mais travaille comment ? Et tu vois, oui. Moi, alors, c'est important que tu le dises, et je t'en remercie beaucoup, mais en fait, ils ne le disent pas parce que ce n'est pas vendeur. Ils veulent tellement recruter et dire, voilà, sur le coup d'un hasard,
peut-être que on va faire l'affaire et que la personne va cartonner. Oui, et puis très longtemps dans l'immobilier, la formation, ça n'existait pas. Moi, quand on m'a recruté dans l'immobilier, 2 heures après, j'étais déjà en train de faire de la piche téléphonique et j'allais prendre un mandat dans la soirée, alors que je n'avais jamais fait d'immobilier de ma vie, tu vois. Donc effectivement, aujourd'hui, la formation, ça commence à arriver. Alors peut-être YouTube, les réseaux sociaux, peut-être l'envie effectivement de dire, finalement, on a quand même, il faut qu'on apporte de la valeur, donc il faut que nos conseillers soient formés. Mais encore faut-il savoir réellement former les gens. Et heureusement qu'il y a des personnes comme toi qui ont aujourd'hui une certaine expérience de la vie immobilière pour apporter finalement le petit truc, l'étincelle supplémentaire que les autres n'ont pas. Parce que toi, tu es sur le terrain, tu connais les gens, tu sais comment apporter de la valeur aux gens et tu as le résultat pour. Donc derrière, forcément, à un moment donné, ces gens qui vont se faire former par toi, même s'ils n'ont pas envie de faire 500 000 euros, tu vas leur apporter les bonnes habitudes, les bons process, la bonne façon de faire, qui va leur permettre finalement d'atteindre finalement le chiffre qu'ils souhaitent, que ce soit 70 000, 100 000, 150 000, 200 000, peu importe. À un moment donné, ces gens-là, ils vont prendre de toi parce que tu as cette expérience-là. Est-ce que Arnaud, en fait, ça ne serait pas un accélérateur ? C'est-à-dire que les 10 ans que tu as passé pour arriver à ton chiffre d'affaires, qui est dans les hautes sphères, est-ce que finalement, tu t'es dit, tiens, ce que j'ai pas compris au début et ce que j'ai compris aujourd'hui, peut-être qu'en parlant au niveau des gens que je rencontre, ils vont accélérer, ils vont avoir le déclic plus facilement et je vais les aider à passer le pas pour qu'on commence à obtenir des mandats, qu'on commence à rencontrer des clients, que les clients qui ne sont pas encore matures, j'arrive à les monter à maturité au niveau de l'achat. Comment t'es passé, toi, à ça ? Il y a déjà énormément de bienveillance que j'ai fait 10 années dans la même agence, dans le même endroit, avec le même directeur. Et cette stabilité environnementale, que ce soit humaine, matérielle, ou, tous les leviers de réussite, c'est aussi l'environnement en fait partie. Et en fait, le fait d'être avec quelqu'un de confiance, qui te fait confiance, qui peut t'écouter, qui peut te bouger, qui peut te laisser essayer aussi. Parce que Christophe, c'est quelqu'un de très, très bienveillant. Et puis, j'arrivais souvent avec plein d'idées. Et puis, il disait, écoute, si tu le sens, lance-toi comme ça, fais-le. Évidemment, on a raté plein de trucs, on en a réussi plein d'autres. Et c'est vrai que moi, je suis assez perfectionniste de nature. Donc ça, on parlait de persévérance. La bienveillance dans une équipe, c'est hyper important d'avoir une bonne écoute, une bonne solidarité, de se sentir en confiance avec les gens qui nous entourent. Mais aussi, viser la perfection, viser l'excellence, finalement, ça a toujours été dans mon tempérament. Tu vois, moi, quand j'étais gamin, j'ai pas toujours 20 sur 20, évidemment. Mais par contre, mon nom, il était toujours bien écrit. La date était toujours bien écrite. Mes copiers, c'était toujours propre. Je faisais attention à aérer. Et en fait, tous ces détails-là, cumulés dans le métier, aussi nous aident à réussir. Et je crois que les gens, sur les actions du quotidien, ils y mettent pas forcément l'attention. En fait, du coup, on est la même personne, on est le même cerveau. Et moi, je suis attentionné sur tout ce que je fais, même si c'est pas une action à forte valeur ajoutée, que ce soit pour le client ou pour la réussite tout court. Mais au moins, je suis conditionné à ce que quand il y a une action à forte valeur ajoutée, c'est le même conditionnement interne pour moi. Donc, grâce à la bienveillance de Christian, il m'a laissé essayer des trucs. On se donnait à fond à chaque fois. Des fois, ça fait quand même des flops. On peut avoir une bonne idée, la développer, la mettre à fond, puis elle n'est pas retenue, ça n'a pas créé l'adhésion, tout ça. Mais des fois, on a pu gagner des parts de marché avec des opérations de communication un peu différenciantes, ou lancer un nouveau service, ou s'y prendre d'une autre manière. Tu voulais apporter du service un peu comme la haute couture, comme le pâtissier en fait d'excellence ferait son gâteau pour avoir des étoiles ou... En fait, moi, j'aime pas me prendre la tête. Donc, on mettait en place un truc avec quoi on était à l'aise. Et on vendait pas du rêve. Par exemple, on n'a jamais été très, très bon en photo au début. On expliquait aux gens, OK, on fait peut-être des moins jolies photos que du pont immobilier qui est en face, mais par contre, ce sera moi qui vais m'occuper de vous, c'est moi qui vais faire visiter votre habitation, c'est moi qui vais la valoriser, c'est moi qui vais sécuriser la vente. Les photos, si vraiment c'est important pour vous, on trouvera un dispositif alternatif pour avoir des jolies photos. Je parle de ça il y a 10 ans en arrière. C'est que maintenant, celui qui fait des mauvaises photos, maintenant, aujourd'hui, je crois qu'il se punit tout seul parce que le client, ça va être un standard minimum attendu par le client. Mais dans le contexte de l'époque, les gens étaient plus avancés que nous sur la qualité des visuels. Ce n'était pas notre cas. On avait des qualités... Au moins, je pense que être soi-même, c'est important pour soi déjà,
mais c'est important pour le client. Parce que le client lui vend du rêve en disant je vais faire ci, je vais faire ça. Finalement, le client, s'il ne sait pas à qui il a affaire, il ne va même pas vouloir activer le levier sur un service uniquement. Et je crois que soit Christophe ou moi, on a toujours été à l'aise avec qui on était nous-mêmes, ne pas tricher dans nos communications. Tu vois, surtout à l'époque des réseaux sociaux, il y en a qui sont tentés de tricher parce qu'ils ne s'assument pas eux-mêmes. Du coup, ils vont se montrer ou choisir une mini facette d'eux-mêmes qu'ils vont accentuer. Mais au final, dans un entretien réel, tu découvres toutes les autres facettes. Donc, ça peut perturber le client. Donc voilà, être soi, c'est important. La bienveillance, la persévérance. Et c'est vrai que j'ai mis 10 années à réaliser le chiffre d'affaires. Donc, c'est vrai que ce n'est pas 1 an ou 2 ans. Donc, la notion d'accélérateur, oui, ce n'est pas forcément mon leitmotiv de vouloir aider les gens à aller plus vite parce que je me rends compte d'un truc. Les gens, ils ont besoin de tester par eux-mêmes. Les agents immobiliers, c'est des entrepreneurs dans l'âme. C'est un peu aussi des artisans. Mais exactement. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de toucher au niveau, alors pas manuel, mais psychologiquement. Dire, voilà, je vais tester cette chose-là. Ils ont besoin de faire des erreurs. Exact. On a tous besoin dans l'apprentissage. Bien sûr. Ouais. Et même s'il existe aujourd'hui des solutions ou des process ou des moyens d'y arriver, parce que dans le réseau où tu étais, est-ce qu'ils t'ont envoyé en formation au niveau du centre ? Parce que ce réseau américain qui est Century 21, il possède une très belle formation. Tu es passé par ce centre-là ou Alors, pour la petite histoire, nous, on a démarré avec Christophe en 2006. Le réseau à l'époque s'appelait Keops Immobilier. Ah oui, j'ai connu. Ouais, alors, je crois qu'il y avait des formations proposées ou pas. Nous, on n'avait pas forcément suivi. Ensuite, on est devenu indépendant. On a créé Rive Droite, Rive Gauche Immobilier en indépendant. Donc là, il n'y a pas de formation, parce qu'on était ni FNAIM, ni SNPI, ni rien. Donc, il n'y a pas de formation. On avait un formateur qui nous parlait qui s'appelait Denis Beauville. Il venait... Denis, que tu connais en plus, je crois. Bien sûr, je connais bien Denis. On l'embrasse très fort. Voilà, également, complètement. Je l'ai invité à l'émission. Il ne m'a pas encore répondu. J'espère que s'il nous suit... Moi, je ne connais pas Denis. Voilà, Denis, ça sera si l'occasion. tu nous écoutes. Ça sera l'occasion, Denis, de venir nous voir. En plus, il n'est pas très loin. Il est en région parisienne. Donc en fait, tu as connu au bout d'un moment, 3 ou 4 années, l'arrivée de Denis, c'est ça ? Non, dès le début, en fait, c'était notre formateur, si tu veux, attitré à l'agence. Il venait, alors il y a eu évidemment beaucoup d'irrégularités, mais en gros, il avait son école de formation pour les indépendants et les franchisés. Donc nous, on y allait, c'était une journée par mois, je crois, à l'époque. Et puis après, il venait un peu en agence. Donc voilà, donc c'était le formateur référent pour moi, puisque je n'ai pas connu d'autres formateurs. Et quand on a rejoint le réseau Century 21, c'est le 1er juillet 2014. D'accord. Donc c'est assez tardif, assez 7 récent. ans après, voilà, 7 ou 8 ans. Et puis finalement, on est rentré dans le réseau, découvrir le logiciel métier du réseau, les pratiques métiers. Mais pour répondre à ta question, non, j'ai suivi 0 minute de formation du réseau, jamais intégré l'Académie 21. C'était du choix aussi de collectif. Pris dans le quotidien, finalement, on ne prend pas toujours le temps de se former. Moi, je lisais beaucoup, je suis très adepte des newsletters. Tu prends Imo2, Meilleur Agent, tous ces acteurs qui communiquent finalement, et souvent, ils donnent le micro à des experts métiers sur une spécialité ou une autre. Donc, je suis très adepte. Donc, il y avait ça. Et puis, au quotidien, entre ma vie perso, ma vie pro qui était déjà gagnée, je n'ai pas forcément suivi d'heures de formation en plus. Mais après... Donc, en fait, si je résume... le premier conseil que tu peux donner, c'est fait est mieux que parfait. Complètement. C'est là où tu nous expliquais sur les photos. Et la deuxième chose, c'est la connaissance. Tu as soif en fait de connaissances, mais pas de livres classiques dont tout le monde parle. Tu vas en fait grignoter comme ça un petit peu partout. Et dès qu'il y a un aimant de valeur, toi-même, tu aimes aller creuser. C'est-à-dire que donc tu vas peut-être sur YouTube, Instagram, ou tu vas aller creuser comme ça pour dire tiens, cette partie-là m'intéresse, comment je peux la mettre à profit dans mon quotidien. Oui, complètement. De toute façon, moi je suis partisan, je pense qu'on a une seule ligne du temps. On est un seul être, on est sur une seule vie, je ne crois pas une deuxième ou troisième vie, je me dis bon... Quand on sera en discuter, voilà. Mais voilà, exactement. Mais en tout cas, je me dis, on est sur la même ligne du temps pour le pro et le perso. Donc, ce que je lis, c'est pour m'aider à titre pro comme à titre perso. Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est accepter de dire non aux uns et aux autres pour être sur son objectif de vie à soi. Effectivement, dans mon objectif de vie, je prends du temps pour lire régulièrement ce que ça m'apporte. Donc, c'est vrai que je lis beaucoup le matin. Tous les matins, je me lève à 6 heures et je lis une demi-heure à peu près avant que la famille se lève finalement.
Donc j'aime bien lire le matin, le soir, j'y arrive pas. Ce qu'on disait tout à l'heure, moi le soir, c'est pas que je veux pas lire, c'est que j'ai délivré beaucoup d'énergie dans la journée. Le soir, si je tu te lèves m'endors vite. tôt, faut dormir tôt. Voilà, à un moment donné, on dort plus tôt le soir et puis on s'endort plus vite surtout aussi. Donc oui, je lis beaucoup, je suis très adepte d'Internet et le livre papier, c'est très bien. Par exemple, tu prends un roman, tout simple, et en fait, les personnages, moi, ils vont m'inspirer, celui va être dans ses retranchements, en fait, tu fais le miroir. Donc en fait, je lis pas que des livres sur l'immobilier ou sur ce qui peut être proche de l'immobilier. Je lis tout court. T'aimes beaucoup le développement personnel? En fait, on en parlait tout à l'heure avec Alexandre, c'est quelque chose que j'ai pas forcément développé de manière consciente, mais je pense que c'est quelque chose qui peut m'attirer, effectivement, de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on a envie de faire de sa seule et unique vie, finalement? Est-ce qu'on veut être un agent immobilier 80 heures par semaine ou un agent immobilier 30 heures par semaine et les 30 autres heures, on donne du temps pour autre chose? C'est vraiment chacun de trouver sa voie. C'est pour ça que le chiffre d'affaires que j'ai pu produire, c'était, tout le monde me dit, mais toi, tu travailles tout le temps? Et j'y répondais, Si on veut faire 300 000 €, combien d'heures par semaine il faut donner? Alors, je vais pas raisonner comme ça, mais quand je faisais 300 000 €, déjà à l'époque, je travaillais pas le lundi, je travaillais pas le mercredi matin et je travaillais pas le dimanche. Donc, ce qui est important, c'est de la qualité des rendez-vous. Et moi, je suis vraiment adepte de découvrir avant d'offrir, c'est-à-dire de se dire, tiens, j'ai un contact, dans quelle mesure il peut avoir besoin de moi, quelles sont ses attentes, quel est son projet, est-ce que je mets du temps avec lui ou pas? Tu fais un rendez-vous avec un vendeur, s'il veut vendre dans 2 ans, dans 3 ans, tu réponds à ses préactions et tu mets en place un système de suivi qu'on peut aujourd'hui automatiser plus ou moins, mais le but, c'est d'avoir quand même une relation humaine avec les gens. Donc, tu faisais beaucoup de suivi? Tu fais beaucoup de suivi? Moi, je suis hyper organisé, c'est-à-dire que tout est planifié. Et dans mes débuts, ce qui était difficile, c'est que je planifiais trop. Et en fait, j'ai compris tardivement qu'il faut garder 20% de son temps qui ne soit pas un rendez-vous avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire ça peut être un rendez-vous avec toi-même, mais comme l'action, elle n'est pas assez importante et urgente, elle pourra attendre le lendemain, voire la semaine d'après. Si tu as un imprévu, des bouchons sur la route, un rendez-vous qui dure longtemps, un client qui arrive en retard, que ça ne te mette pas en stress pour toute la fin de tes rendez-vous. Donc, en fait, toi, tu fais une gestion du temps, c'est primordial. Et il n'y a pas un moment où tu as une partie, un peu dilettante. C'est-à-dire que tout est efficient au niveau de ta journée. C'est un petit peu, tu es un peu le Vulcain. Je ne sais pas si tu connais Star Trek, de l'immobilier. On voit pas ses oreilles là. Non, mais l'organisation, c'est la base. Vous êtes logique. Il a ces 20% en fait qui lui permettent justement de pouvoir peut-être décompresser aussi et pouvoir justement faire varier si jamais il y a un rendez-vous qui est en retard ou si jamais tu as quelqu'un à prendre un imprévu. Et je pense que c'est là où c'est important, mais c'est clair que de toute façon sur un agenda, si c'est pas écrit, ça n'existe pas. Donc l'action, en fait, quand tu pars en prospection, si tu l'as pas écrite, si tu l'as pas déterminée à l'avance, tu la feras pas. Voilà. Ah oui. Et je pense que c'est pour ça qu'il met tout en place de manière à pouvoir avoir quelque chose qui soit réellement strict au maximum pour que sa journée passe au mieux et qu'elle soit la plus performante possible. C'est un ensemble de choses. C'est vrai que on dit toujours, les gens, ils veulent plus, ils veulent mieux. Et quand tu dis, OK, mais qu'est-ce que tu es prêt à changer pour avoir plus, pour avoir mieux? Et là, finalement, tu as vite un trou. Ils ne savent pas ce qu'ils sont prêts à changer. Donc, le principe de la formation de coaching, c'est de les aider à leur trouver, à mettre en lumière des points de changement potentiels. Les changements sont des sacrifices? Pas forcément, mais en tout cas, tu vois, par exemple, dans les agents immobiliers que j'accompagne, et tu réalises souvent qu'ils se posent des lapins à eux-mêmes. C'est-à-dire que les gens, ils se disent, OK, je vais prospecter. OK, mais pourquoi tu veux prospecter? Je ne sais pas trop, en fait, finalement, il paraît que c'est bien, d'accord, mais qu'est-ce que ça va t'apporter comme bienfait de prospecter? Peut-être des rencontres, peut-être des mandats. Et qu'est-ce que ça va t'apporter? En fait, les gens, ils ne donnent pas assez de sens à leurs actions. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Soit ils ne notent pas l'action, parce qu'ils ne sont pas inspirés plus que ça et convaincus plus que ça que c'est une action qui peut être bénéfique pour eux. Soit ils le notent et ils se posent un lapin avec eux, parce que finalement, au moment d'enclencher l'action, ils disent, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que ça m'a apporté? C'est quoi l'intérêt pour moi de réaliser cette action? Qui plus est, la même action qui s'appelle prospection tous les jours, et finalement, ils ne le font pas. Et du coup, après, ils n'ont pas les résultats escomptés, parce qu'un agent immobilier qui ne prospecte pas, c'est un agent immobilier, il ne peut pas réussir aujourd'hui. Tu ne penses pas que ça vient des croyances limitantes? C'est-à-dire que souvent, les gens se disent... moi, le porte-à-porte, je peux pas. Non, c'est pas moi. C'est pas du tout dans ma culture. J'ai l'impression de déranger les gens. Et puis, moi-même, je le supporterai pas.
qu'est-ce que j'ai pu en envoyer bouler. Mais complètement. En fait, ce qui se passe, de ce que je ressens, de ce que je vois sur le terrain, c'est que les gens, à la fois, ils ne se posent pas assez de questions sur le sens qu'ils peuvent donner à leurs actions, et à la fois, ils s'en posent trop. C'est assez enfin, du moins, tous êtres humains, donc on a tous notre degré, notre part de paradoxe. Mais tu vois, quelqu'un, par exemple, là, j'accompagne quelqu'un en coaching, et elle me dit, écoute, exactement ce que tu viens de dire, moi, je me sens pas à l'aise à l'idée d'aller démarcher. C'est vrai que démarcher, c'est un terme un peu péjoratif. Je dis, mais qu'est-ce qui t'anime dans le métier? Et il me dit, j'ai besoin de contribuer, j'ai besoin d'aider les gens. Ok. Et qu'est-ce que tu penses du coup de la démarche d'aller dire aux gens que tu es prête à les aider? Libre à eux de te dire, madame, on n'a pas de besoin. Ok. En quoi c'est mal? Reste ok avec ça. Tu vois? sais pourquoi? Ce que j'ai découvert un petit peu quand je vais creuser auprès des personnes qu'on forme, c'est que ils ont besoin de passer en tant qu'offreur plus qu'en tant que demandeur. C'est-à-dire que la position, elle est tellement vulnérable que les gens ne veulent pas. Ils disent ah non, je vais être mal à l'aise, je vais pas savoir quoi répondre, je vais pas savoir faire la contre-objection, ainsi de suite. Et ce qui fait que à partir de là, l'action que tu as planifiée, tu la fais plus. Et donc tu repousses l'échéance comme ça, et donc finalement, tu marques moins de points au quotidien. Complètement. C'est-à-dire que si les gens, par exemple, sur la prospection, déjà, moi, je pense qu'il faut prospecter tous les jours. C'est le sujet, c'est une des actions les plus importantes. Comme le sport, de la routine. Ah là, le sport, moi, par contre, c'est 3 fois minimum de sport par semaine. C'est lundi matin, je ne travaille pas parce que j'ai sport. Mercredi matin, je ne travaille pas parce que j'ai sport. Le samedi, je commence plus tard parce que j'ai sport. Et avant, je faisais le sport le soir, j'y arrivais pas. Parce qu'en fait, je me retrouvais quand même fatigué de ma journée. Et faire du sport de 8h, 8h30 jusqu'à 22h, tu te couches tard. Nerveusement, tu as une fatigue qui m'empêchait moi de dormir. Donc, j'ai inversé la vapeur en accord avec Christophe, avec toute sa bienveillance. Ok, Christophe, j'ai besoin de faire le... Alors, lundi, ça ne pose pas de problème parce que je ne travaillais jamais. Mais le mercredi matin, c'était une acceptation de sa part. Dit, ok, je comprends. Dans ton bien-être, tu as besoin de faire le sport plus tôt le matin et arriver bien frais, bien dispo, et le sport, il a accompli. Donc ça, moi, je parle souvent du sas de la réussite. C'est quoi le sas de la réussite pour moi? C'est le sport, l'alimentation et le sommeil. Donc c'est ton équilibre. Ah ouais, ça c'est indispensable. Ça a toujours été. J'ai jamais travaillé le lundi. J'ai toujours commencé la semaine avec le sport. J'emmène mes enfants à l'école et je vais au sport. Ça, ma semaine, elle commence. Ma rampe de lancement, c'est de prendre soin de ma vitalité pour tenir toute la semaine. En fait, j'ai une question à te poser. Vas-y. Une de plus, en fait. C'est ça que oui. Non, mais tu sais, en fait, tout ce que tu me dis, il y a tellement de valeur dans ce qu'il nous apporte. C'est incroyable. Et tu sais, j'ai l'impression que tu te connais à la perfection. Mieux que l'algorithme Google. Wow. C'est du développement personnel, c'est se connaître déjà, et se connaître soi-même pour mieux connaître les autres, parce que si tu ne te connais pas toi-même, tu ne peux pas connaître les autres, et je pense qu'il l'a extrêmement bien compris. Mais il y a un truc que je trouve que j'ai pris conscience avec la crise de la quarantaine. Là, j'ai 41 ans, donc j'ai conscientisé des choses que je n'avais pas avant. Donc à l'époque où j'ai fait mes chiffres d'affaires quand j'étais à la porte de Paris, je les ai faits, mais vraiment de manière très simple. C'était même pas... ça se passait tout seul. Je prenais tous les ans, je prends 8 semaines de vacances. C'est important pour moi, à chaque période scolaire avec les enfants, 3 semaines l'été, 2 semaines au moment des fêtes. Mais finalement, je ne ressentais pas le besoin réellement physiologiquement, parce que mon équilibre au quotidien, même là, au moment où on se parle, on est à l'amorce de l'été, je vais prendre 3 semaines, mais je ne ressens pas le besoin. Je sais que je vais me régaler des moments en famille, tout ça, mais je ne ressens pas le besoin physiologique, je ne me sens pas fatigué. Et ça, c'est quelque chose qu'effectivement, j'aime pas me sentir fatigué. Et donc après, regarde, prenons l'exemple de la fatigue. Tout le monde nous dit « Waouh, je suis fatigué ». Ok, en quoi c'est une fatalité que tu vives ta vie tout le temps fatigué? C'est la société qui veut ça. Tu te rends compte, le boulot, le machin, le truc, les enfants, la famille, les activités, je cavale tout le temps. Et en quoi ça, c'est une fatalité? Et en fait, c'est de se dire que ce qu'on vit, notre quotidien, le poids de la société, en quoi c'est une fatalité sur soi? Prenons du temps, faisons des choix. Donc, c'est aussi savoir renoncer. Choisir, c'est renoncer. C'est dire, OK, tu vas peut-être faire moins de trucs ou être moins dispo là et machin. Mais comme ça, tu trouves un équilibre qui fait qu'au moins, dans ton besoin physiologique, tu honores que tu dors assez. Parce que c'est vrai que c'est pas une vie d'être tout le temps fatigué. Enfin, je considère qu'être tout le temps fatigué, tu vas mourir d'une vie fatiguée. C'est vrai qu'on entend ça souvent dans les mots de la société. C'est je suis fatigué ou j'ai mal au dos. C'est les deux mots qu'on entend. Tu vois, on en parlait tout à l'heure justement, j'en ai plein le dos. Mais ça, c'est parce que justement, les gens en fait ne
ne comprennent pas qu'il faut qu'ils prennent soin d'eux. Et en fait, on a mal au dos, non pas parce qu'on a fait un faux mouvement, on a mal au dos parce qu'on en a plein le dos, en fait, parce qu'on a trop de poids sur les épaules. Et qu'à un moment donné, on ne sait pas choisir, on ne sait pas, encore une fois, tout à l'heure tu l'as dit, choisir c'est renoncer. On ne sait pas prendre les bonnes directions, les bons moments qu'il faut, et l'équilibre vie pro, vie perso, tu le vis toi parfaitement, et quand tu dis je dois prendre 3 semaines, je vais prendre mes 3 semaines avec ma famille, mais finalement je me sens pas fatigué, c'est là, le résultat il est là en fait. C'est qu'en fait, Arnaud, il se sent pas fatigué parce que il n'a pas ce problème-là en fait. Il choisit ses moments, il choisit les gens avec qui il a envie de travailler, c'est la passion. Et en fait, je pense que ce métier-là, s'il faut le résumer, le métier d'agent immobilier aujourd'hui, c'est la passion. À partir du moment où on part travailler avec le sourire, avec le smile le matin, tu l'as dit, je crois, avec dans l'interview de Cédric Laporte, à un moment donné, tu le dis, tu dis, moi, je me lève le matin et je me sens bien, j'ai envie d'aller travailler, j'ai envie d'aller voir les gens, j'ai envie de rencontrer des gens. Et ça, c'est d'aider les gens. Et ça, c'est merveilleux, en fait. Mais ce qui est ultra important, c'est savoir dire non, savoir sélectionner. Exactement. Ça, c'est une formation qu'on nous apprend dans aucun endroit. C'est tabou. Olivier, dire non, c'est tabou. On n'a pas le droit de dire non dans la société. On doit dire oui. Tu penses oui, que oui. c'est culturel ou tu penses que... Culturel, non, parce qu'on est quand même le pays de la Révolution française. On a quand même décapité nos rois. Donc on a su dire non à la monarchie à un moment donné. Donc culturel, dans le paradigme de la France, pas mal de choses quand même. Peut-être aussi. Après, dire non, on est très dans le jugement de valeur de toute façon les uns avec les autres. Et moi, je crois que savoir qui on est, c'est une première chose. Et moi, ce qui a été peut-être assez difficile pour nous, c'est accepter qui j'étais. Je suis un gars qui finalement, moi, je suis contributif auprès des autres, mais il faut que je sois d'abord contributif auprès de moi. Et ce système de valeurs, il est tabou aussi en France. Et de se dire, non, tu dois être là pour les autres. Oui, mais à quel prix? Pas au prix de moi-même. Ça rentre pas dans mon système de valeurs, tu vois. Combien de leads tu refuses sur ceux que tu acceptes? Tu as mesuré un peu ce taux? Alors, refuser, c'est un côté un petit peu, en tout cas, sur lequel je ne m'engage pas et que je montre aux clients que, par exemple, je dis avec plaisir de mais aujourd'hui, j'ai déjà pris trop d'engagement, donc rappelons-nous dans 2 ou 3 mois. Ça laisse, par exemple, la personne le temps de cheminer avec les mandats qu'elle a enclenchés. Ou dire que je ne pense pas être la meilleure personne ou que ce que je vais déployer comme stratégie ne me semble peut-être pas la plus appropriée par rapport à ce qu'elle attend de moi. Ou dire, par exemple, de ce que je comprends, vous voulez vous mettre en position de chef d'orchestre de la stratégie. Très bien, mais moi, je ne vois pas comment je vais pouvoir trouver ma place dans la stratégie que vous souhaitez déployer. C'est intéressant, ça. De toute façon... J'aime beaucoup. C'est très intéressant. Hein. Ouais. Ouais. Ah ouais, écoute, j'ai bien fait de faire les 600 km. Tu sais, écoute, on va essayer de profiter, de ramener une bonne bouteille de vin. Ouais, je l'en ai une dans la voiture, t'inquiète pas, j'en ai. Parce que je suis bon vivant aussi, hein. Il y a le sport, mais l'alimentation, des fois, il faut aussi... je fais attention à ce que je mange au quotidien, mais il y a 2-3 repas à barrage en cacahuètes faciles dans la semaine quand même. Mais comme il y a tous les autres qui sont globalement équilibrés, finalement, faut se faire plaisir. C'est pas du barrage en cacahuètes, grec le midi, McDo le soir et bouteille de gnôle avant de dormir. Mais il peut y avoir effectivement, c'est important. Moi, j'aime bien manger, j'aime bien la convivialité. J'aime bien rire, là, on passe un bon moment à rire ensemble aussi. C'est vrai que c'est des sujets sérieux et qu'on peut tout à fait aborder le cœur léger. Donc, savoir qui on est, accepter qui on est. Et après, la phase, encore après, c'est savoir qui est l'autre et l'accepter. Et en fait, moi, j'ai mis beaucoup de temps. Au début, on parle souvent de mes années de réussite, mais j'ai quand même mis 3-4 ans à vraiment comprendre les grandes lignes de métier pour en vivre de manière sereine, pérenne, avec une régularité dans mes actions qui ont du sens. Il m'a quand même fallu 3-4 années pour construire ça. Mais en fait, où j'ai mis du temps, c'est quand je ne pensais pas comme le client, je pensais qu'il avait tort. Et ça m'a créé des déboires au début. Je dis, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, c'est comme ça. Et du coup, on se retrouve à faire une partie de ping-pong avec le client. Et forcément, le dernier smash qu'on se prend dans la figure, c'est nous. Hein. C'est lui qui nous met le smash dans la figure. On sort du jeu tout de suite. Hein. Le client, il n'aime pas. Et donc, j'ai appris avec le temps à découvrir qui est le client, accepter qui il est. Et même si je suis convaincu par mon expérience, parce que je développe au niveau marketing, au niveau opérationnel, psychologie, accompagnement de l'acquéreur, j'ai appris à ne pas avoir raison trop tôt ou ne pas être trop insistant auprès de lui trop tôt. C'est à un moment donné, il y a une notion de timing dans la relation avec les gens et de se dire, tiens, le client, aujourd'hui, il n'est pas prêt. Tu parlais de maturité, Olivier. Tu sens le client, il n'est pas assez mature à ce qu'on lui délivre cette nouvelle information ou à ce qu'on soit insistant sur ce... Et c'est aussi parfois sur la stratégie, parfois sur le prix. Les deux sont liés et décorrélés à la fois. Donc, attention, peut-être, quand on est convaincu, nous, en tant qu'ingénieur, que le client, en gros, il fait un truc qui n'est pas optimisé,
bah, si on lui met dans les dents, il va nous le remettre dans les dents dans la foulée, parce qu'il est souvent orgueilleux, le client, on parle de vente chez lui. Beaucoup d'ego. Hein. Ah, c'est-à-dire que nous, on rencontre beaucoup d'ego et beaucoup aussi de personnes, de chefs d'orchestre. C'est-à-dire les villes, comment dire, un peu résidentielles, il y a beaucoup de chefs d'orchestre. Et donc, quand tu leur dis, écoutez, moi, je comprends que vous souhaitez faire le chef d'orchestre. À partir de là, tu lui dis, bah, j'ai pas ma place. Et lui, il te dit, bah, écoutez, non, je le voyais pas comme ça. Ou bah, c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Les deux. Les deux. Moi, disons, dès qu'un client il me dit mais c'est comme ça et pas c'est comme ça, ou est-ce que vous acceptez, moi là du coup j'ose dire bah écoutez, je suis pas à l'aise avec cette démarche là, je vois pas comment je vais pouvoir délivrer la meilleure version de moi-même, comment je vais pouvoir mettre à votre service toute mon expérience, mes connaissances, ce que je sais faire. Et je leur dis aux clients, écoutez, je ne sais pas faire grand-chose dans la vie, mais en l'occurrence, l'immobilier, c'est un domaine dans lequel je me suis beaucoup investi, j'ai accumulé beaucoup de connaissances, de compétences, j'ai essuyé beaucoup d'échecs, du coup, ça m'a permis d'accumuler aussi beaucoup de réussites. Et pour ça, je vous invite à me faire confiance à 100% et je leur pose combien de temps vous êtes prêts à me faire confiance. Il y en a, ils vont me dire, bah, allez, je vous laisse 15 jours. De type, c'est combien de temps un mandat? Bah, la période initiale, c'est 3 mois. Et donc, en fait, je crois que les clients, il faut leur poser la question, dans quelle mesure vous êtes à l'aise avec moi? Dans quelle mesure vous êtes prêts à me faire confiance? Combien de temps vous êtes prêt à me faire confiance? Et finalement, le client, il se dit, bon, bah, ça le chahute un petit peu sur ses croyances à lui. Et il y en a, ils nous font confiance, du coup, 3 mois. Parce que la notion du temps, elle est relative selon chacun. Nous, on dit 3 mois. Ouah, si j'ai une exclu 3 mois, c'est génial. Mais ce soit pour un client, 3 mois, c'est rien. C'est pas grand-chose. Bah ouais. Ce qui est bizarre, c'est que les clients, en général, disent « je ne suis pas pressé ». De toute façon, pour le prix, je ne suis pas pressé. J'ai tout le temps. Donc, on a le temps de voir. Et puis, si on leur demande un engagement de confiance, alors là, tout d'un coup, ils sont pressés. 15 jours, je ne veux pas être bloqué beaucoup. En fait, là, tu es en train de nous délivrer pour la partie exclusive. Ouais, je donne un exemple parce que c'est quelque chose qu'on trouve souvent, c'est que les gens, ils veulent une exclusivité de 3 mois à leur prix avec leurs honoraires et tout. Il y a quand même une case dans les mandats qui s'appelle conditions particulières qui est très souvent vierge. Et du coup, c'est là, en apport de conditions personnalisées, je vous fais un service personnalisé et il n'y a jamais les conditions particulières noircies. Je trouve que c'est un paradoxe. Moi, il y a quasiment tout le temps des conditions particulières. Est-ce que si c'est le voisin qui achète, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est celui qui a déjà visité avec toi de circonstance, il a appris l'info, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que si on met tel support ou tel truc, la durée, enfin, et moi, par principe, je trouve toujours une condition particulière à rajouter. Ça permet de renforcer le service personnalisé avec le client. Il dit, ah ouais, moi, j'ai une condition particulière. Donc, ça sert d'afficher sur sa tête de gondole de service personnalisé. Si derrière, il n'y a aucune condition particulière, en quoi c'est personnalisé s'il n'y a rien de particulier? C'est très important. Et puis, de toute façon, il y a toujours des objections. Et en fait, les objections, derrière, en les travaillant, tu dois réussir à trouver le biais qui permettra en fait à la personne et à toi de te connecter correctement. Et c'est par les conditions particulières. On en parlait hier... sur WhatsApp hier soir. En fait, c'est exactement le sujet qu'on échangeait hier. Exactement. Donc, je vous remercie beaucoup. On a terminé la première partie. Et c'est passé très, très, très vite. Ah, j'ai pas vu le temps passer là. C'est déjà. dingue. Ça fait 5 minutes déjà. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas, si le contenu vous a plu, un petit pouce bleu ou pas. C'est vous qui décidez. On se retrouve pour la deuxième partie avec Arnaud. Alors, Arnaud qui est conseiller, formateur, coach. Et puis, on a aussi Alexandre. Donc, je vous retrouve très vite. Et en attendant, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Christmas and a happy New Year. A long ride home on a bus is worth it, dear. Though we are miles away and the snow doesn't seem the same, I've been singing about you every day, you and your candy cane. New Year's ain't nothing without you. Sometimes love finds a way, New Year's ain't nothing when you're not here. I miss our